merci de nous retrouver en direct au cœur donc de cette édition d'appel sur le continent. Nous refaisons davantage dans le cadre de cette première édition de ce mois d'août. Eh bien, nous décrypterons davantage cette tournée africaine du président Emmanuel Macron avec donc son lot de conséquences. Et donc, eh bien, le Mali qui s'offusque et s'insurge d'ailleurs contre les propos colonialistes, néocolonialistes tenus par le président français Emmanuel Macron du côté donc de la Guinée-Bissau. Dans son point de chute autour de cette visite, eh bien, le président Emmanuel Macron aurait donc tenu des propos qui ont outré les autorités de la transition du côté de Bamako. Ces derniers ont donc tenu à repréciser, sinon à recadrer le président français sur l'ensemble de ses propos tenus maladroitement ou alors malencontreusement contre la démarche prise par les autorités de Bamako. On y revient de fond en comble dans le cadre de cette édition d'appel sur le continent avec notamment nos invités, mais surtout avec vous, très chers téléspectateurs. Lorsque le standard sera ouvert, vous allez certainement contribuer pour apporter votre part d'éclaircie, mais de contribution autour de ce fait d'actualité qui nous intéresse dans le cadre de cette édition d'appel sur le continent. Bienvenue à toutes et à tous, bonsoir. Afrique Média, le monde, c'est nous. Eh bien, pour avoir le cœur net autour donc de cette autre guerre donc de la communication qui prend effectivement des proportions assez particulières entre les autorités de Bamako et la France. On va prendre cet élément du colonel Meiga, ministre de l'administration, par ailleurs porte-parole de l'État du gouvernement de transition du côté de Bamako, qui reprécise, en tout cas s'insurge contre la démarche communicationnelle du président Emmanuel Macron. On prend cet élément avant de retrouver nos amis invités qui nous retrouvent dans le cadre de cette édition d'appel sur le continent. J'ai l'insigne honneur de donner lecture du communiqué numéro 035 du gouvernement de la transition, communiqué dont la teneur suit. Le gouvernement de la transition a appris avec une profonde indignation des propos tenus par le président de la République française, Emmanuel Macron, lors de sa tournée en Guinée-Bissau le 28 juillet 2022. En effet, au cours de sa conférence de presse, le chef de l'État français a réitéré des accusations erronées en affirmant que les autorités maliennes entretiennent des relations avec un groupe paramilitaire sans jamais apporter de preuves, malgré les démentis des autorités de la transition. Pire, dans ses propos, il a évoqué l'exercice de la violence par les autorités maliennes ciblant une ethnie spécifique de notre nation. Le gouvernement de la transition condamne avec la dernière rigueur ces propos haineux, diffamatoires du président français et prend à témoin l'opinion nationale et internationale sur ces accusations graves qui sont de nature à susciter la haine ethnique et à porter atteinte au vivre ensemble, à la cohésion ainsi qu'à l'harmonie entre les Maliens. Il est important que le président Macron se remémore constamment le rôle négatif et la responsabilité de la France dans le génocide des Tutsis au Rwanda, un événement qui attriste encore toute l'humanité. À ce sujet, et de manière prémonitoire, après avoir décelé le dessein des autorités françaises d'entretenir la haine ethnique au Mali, le gouvernement de la transition a demandé d'une part à l'ambassadeur de France de quitter le territoire malien et d'autre part a suspendu les médias France 24 et Radio France Internationale se comportant comme la radio des 1000 collines en République du Mali. Aussi, ces propos subversifs du président français donnent raison au gouvernement de la transition qui, à juste titre, a mis fin à la coopération en matière de défense avec la France pour ses résultats insatisfaisants dans la lutte contre le terrorisme au Mali. En outre, la France, qui a toujours œuvré à la division et à la partition de notre pays, est mal placée pour donner des leçons au Mali. Le gouvernement de la transition exige du président Macron d'abandonner définitivement sa posture néocoloniale, paternaliste et condescendante pour comprendre que nul ne peut aimer le Mali mieux que les Maliens
eux-mêmes. Je répète, le gouvernement de la transition exige du président Macron d'abandonner définitivement sa posture néocoloniale, paternaliste et condescendante pour comprendre que nul ne peut aimer le Mali mieux que les Maliens eux-mêmes. Je répète pour une dernière fois, le gouvernement de la transition exige du président Macron d'abandonner définitivement sa posture néocoloniale, paternaliste et condescendante pour comprendre que nul ne peut aimer le Mali mieux que les Maliens eux-mêmes. Le gouvernement de la transition rappelle que le Mali, foyer des grands empires en Afrique de l'Ouest, berceau d'une civilisation multiséculaire et pays de tolérance, repose sur sa diversité ethno-culturelle, la bonne cohésion sociale entre toutes les ethnies et les communautés qui le composent. Force est de reconnaître que ces dernières années, le tissu social a été dégradé à cause des conflits communautaires qui sont instrumentalisés par des groupes terroristes et leurs sponsors étatiques étrangers. Le gouvernement de la transition rappelle que le renforcement de la cohésion sociale demeure l'un de ses objectifs prioritaires non négociables et ne ménagera aucun effort pour réussir cette mission. Il convient enfin de rappeler avec force que nos vaillantes forces de défense et de sécurité, qui sont multiethniques, professionnelles, républicaines et résolument engagées, demeurent un rempart solide pour la défense de la patrie, la préservation et la protection de l'ensemble de nos concitoyens dans leur diversité ethnique et religieuse. Que Dieu bénisse le Mali et protège les Maliens. Fait à Bamako le 31 juillet 2022. Merci de votre très aimable attention. Eh bien, c'était donc le colonel Abdoulaye Meiga, le ministre de l'administration territoriale ainsi que de la décentralisation, par ailleurs porte-parole de l'État du gouvernement de transition du côté de Bamako, qui a donc tenu à recadrer clairement donc cette démarche communicationnelle qui semble être désormais, on va le dire, le leitmotiv pour ce qui est des autorités de la France et très singulièrement le président en chef Emmanuel Macron. Pour en parler dans le cadre de cette émission, ils seront donc trois autour de moi, le général Issa Diarra, Okosisi Baba Nicolo, dont l'extrait d'ailleurs partagé sur votre page Facebook a fait de nombreuses vues et autres commentaires. On y reviendra de fond en comble. Le général Issa Diarra, vous vivez clairement du côté du Mali. Comment est-ce qu'on apprécie le ton qui est désormais pris par les autorités de la transition du côté de Bamako afin de rétablir clairement, d'établir ce rapport de force à tous les niveaux et très singulièrement sur le plan de la communication, parce que c'est ce sur quoi nous allons clairement mettre de l'emphasis dans le cadre de cette émission. Bonsoir, général Issa Diarra, bienvenue. Bonsoir à vous, M. Fabrice. Bonsoir à mon frère Okosisi et au troisième sans doute que je n'ai pas encore vu. Donc, bonsoir à tous ceux qui suivent Afrique Média à l'instant. Comment je vois cela, comment peut-être la majorité des Maliens, si nous lisons un peu les réseaux sociaux et d'autres canaux de communication, ça s'inscrit droit dans, c'est une suite logique, surtout dans les discours du colonel Assimi Goïta, le président de la transition, le chef d'État du Mali. N'oubliez pas que le colonel Goïta avait clairement dit, dans ses rares prises de parole, il faut préciser, que dans leur lutte, leur combat, il s'agit bien sûr de redonner au Mali sa dignité, il s'agit de redonner au peuple malien non seulement sa dignité, son honneur, et surtout que cela soit un peuple respecté. Donc la souveraineté entière du peuple malien, c'est de là surtout qu'il est question. Donc tout ce que vous allez voir, ça s'inscrit droit dans cela. Il s'agit d'affirmer la souveraineté du Mali, il s'agit de rejeter des propos mal polis venant de la part d'un président. Parce que quand on s'adresse à des autorités de notre pays, il y a des formules diplomatiques. Mais nous avons vu que les dossiers entre le Mali et la France, en réalité, la France est dans une crise de colère. C'est la France qui... colère, on dirait que le Mali avait, en tout cas, avait fait foirer tous leurs plans. On dirait que le Mali, je ne sais pas, servait comme plat, je ne sais pas, un plat de caca à la France, on ne comprend pas ce qui se passe.
il s'agit d'un pays qui affirme simplement sa souveraineté, et voici toute cette panique. Dans le communiqué lu à la télévision, bien sûr, par le colonel Blaise Maïga, porte-parole du gouvernement, il faudra retenir 3 points essentiels. Le premier point, c'est que c'est un communiqué qui accuse carrément, en tout cas qui rejette les accusations du président Emmanuel Macron, le président de la France. Et en quoi? D'abord, Macron, premièrement, il fait de fausses allégations concernant Wagner. Malgré les satellites français, ils n'ont jamais pu repérer Wagner. Malgré la 5e colonne qu'ils ont ici, ils n'ont jamais pu détecter Wagner. Donc, c'est honteux de la part d'un président de mentir sur des trucs qui n'existent même pas. Et je crois que la France a même induit la CEDEAO dans l'erreur dans le passé, et la CEDEAO avait parlé de Wagner, mais jusqu'à présent, il n'y a pas Wagner, malgré toutes leurs gestions sur place. Deuxième accusation rejetée par le Mali, les propos haineux pour inciter, en tout cas des propos haineux, et bien sûr des diffamatoires pour inciter à la haine ethnique. Donc le colonel Blaise Maïga a rappelé bien sûr que le Mali est un pays, en tout cas qui a une forte civilisation, qui est multiséculaire. Nous avons une forte expérience de vivre ensemble, de la cohésion sociale. Même si cette cohésion sociale est, en tout cas, il y a des projets de vouloir l'entamer par des groupes terroristes qui sont sponsorisés par des États étrangers. C'est clair dans le communiqué. Deuxième partie du communiqué, il faudrait voir que cette fois-ci, c'est le Mali qui accuse la France et M. Macron d'œuvrer à la division et à la partition du Mali. Donc, ce sont les autorités du Mali qui disent que la France est toujours inscrite dans la division et dans la partition du Mali. Deuxième accusation, je vois ce dent pour dent et pour œil. Le Mali accuse la France d'une posture néocoloniale, d'une posture paternaliste et bien sûr d'une posture condescendante. Donc là, comprenez, c'est des réponses, c'est le Mali qui est en train de répondre clairement dent pour dent et pour œil à la France, aux mensonges de la France. Et la troisième partie, c'est la leçon qu'il faut retenir. La leçon de ce communiqué, c'est quoi? Le colonel Blaise Maïga dit clairement que nul ne peut aimer les Mali mieux que les Maliens. Je ne fais que citer ces mots. Donc il rappelle à Macron que non seulement Macron n'est pas un Malien. Si même Macron avait un passeport malien, avec une carte d'identité malienne, on pourrait peut-être discuter de cela. Mais il n'est pas un Malien. Tous ceux qui peuvent aboyer autour du Mali ne sont pas plus mal, ne peuvent pas aimer les Mali mieux que les Maliens. Tout comme nous, on ne peut pas aimer les Sénégalais ou la Côte d'Ivoire plus que les Ivoiriens. Donc, les Mali appartiennent aux Maliens. Qu'on vive dans la pauvreté ou dans l'opulence, ça n'engage que les Maliens. Que nous soyons face aux terroristes ou que nous employons Wagner, c'est une histoire entre Maliens. En réalité, la France n'a rien à voir. La France est de l'autre côté de la Méditerranée. Nous ne comprenons pas les palpitations de la France. Si en réalité, ce n'est qu'une posture néocoloniale paternaliste et bien sûr condescendante. C'est la leçon qu'il faut retenir. Et c'est la leçon qu'il faudra aussi retenir de cela, de mon analyse, c'est que Macron, dans sa tournée, a incité toute l'Afrique. Il a incité la CEDEAO, il a incité toute l'Afrique, en tout cas d'hypocrisie sur les dossiers ukrainiens. Mais puisque les autres dirigeants africains ne veulent pas répondre à Macron, ou ont peur de répondre, le Mali, l'accusation portant directement sur le Mali, là, le Mali a pris soin de répondre par des mots forts, des mots appropriés, bien sûr, pour faire respecter la souveraineté. C'est toute l'Afrique qui a été insultée. Moi, j'aurais voulu voir un communiqué de la part de l'Union africaine pour condamner ce qui s'est passé. Et quand la CEDEAO a été insultée, au lieu que les fameux présidents de la CEDEAO, les jeunes qui viennent d'être recrutés, se met en tout cas dans un état joyeux, lui, il devait au moins faire un communiqué pour condamner à défaut la commission de la CEDEAO. Mais rien ne s'est passé, puisque le Mali, c'est un pays qui retrouve sa souveraineté. Nous, en ce qui nous concerne, nous allons faire un communiqué et nous n'allons pardonner cela à aucun pays au monde. Si nous sommes expliqués, on convoque son ambassadeur ou on fait le communiqué. Dans un autre cas, on va expliquer ton ambassadeur. Et si tu nous envoies des mercenaires, nous arrêtons tes mercenaires ici, bien, et puis tu ne peux rien faire. Merci.
Merci à vous, Général Issa Diawara. Au cours de ceci, Baba Nicolo, on va tenter clairement de généraliser en tout cas cette posture et que semble d'ailleurs décrier Issa Diawara, qui est fondée. On a quand même un président d'un petit pays, la France, qui arrive sur le continent africain et qui se permet quand même toutes sortes et formes de dérives communicationnelles, allant même jusqu'à insulter tous les présidents africains, les traitant d'hypocrites, sans que jusqu'ici personne ne s'en offusque. Il a fallu donc clairement le courage, l'abnégation, la hauteur, mais surtout le panafricanisme avéré des autorités de Bamako désormais pour recadrer ce qui a lieu d'être sur ces propos malencontreux, malveillants, mal placés de la part du président français Emmanuel Macron. À votre niveau, Oko Sisi Baba Nicolo, comment est-ce qu'on apprécie cette démarche communicationnelle prise par les autorités de Bamako? Bienvenue à vous, bonsoir. Alors, bonsoir Fabrice Ndom, cher frère journaliste d'Afrique Média. Bonsoir à toute votre équipe qui se bat d'arrache-pied dans cette communication. Bonsoir également à votre auditoire. Je tiens à saluer le général Diawara et l'autorité Babo Koné Suleiman. Quand je finis de faire les civilités, il faut dire que, comme l'a dit mon très cher frère général Diawara, aujourd'hui, la France est en train de faire son barreau d'honneur. Pour moi, c'est un barreau d'honneur. C'est une France qui étouffe, qui avait envie de s'exprimer de ce que le Mali a renvoyé son ambassadeur, qui est un espion. De ce que le Mali a fermé les yeux et les oreilles de ses médias. Donc, vous connaissez. De ce que le Mali a renvoyé ses bras armés officiels, dont Takuba, Barkhane et autres. De ce que le Mali s'est retiré du G5. Donc c'est cette colère conservée qui a explosé sans que Emmanuel Macron ne s'en rende compte. En fait, il est en train de vider la sève de la honte du fait que le Mali, avec diplomatie, avec africanité, les dévoile l'un après l'autre. De leur main séculière à la Alassane Ouattara, Bazoum, Macky Sall et tout ce qui va avec jusqu'à la France, jusqu'à l'OTAN, même les États-Unis. La France est en train de les déshabiller. Excusez-moi, le Mali est en train de les déshabiller. Vous voyez, cette prise de parole, j'ai regardé un peu la scène qui s'est passée devant le président Paul Biya. Et beaucoup d'Africains ont crié au loup disant que le président Paul Biya avait humilié l'Afrique. Mais non, le président Paul Biya, de ma part, de mon point de vue, a humilié Emmanuel Macron. Le président Paul Biya, comme dit les Camerounais, a mis Emmanuel Macron dans la sauce. Parce que quand vous voyez un journaliste qui est dans un dispositif où se trouvent les autres journalistes, poser une question dans une limite acceptable, préparée, une salle arrangée, et que le président, le vieux lion dit « je n'entends pas », une fois, deux fois, trois fois, il les a humiliés. Parce que pour lui, l'Afrique d'aujourd'hui n'est pas l'Afrique d'hier où n'importe quel journaliste comparant peut venir poser des questions discutoires, à un chef d'État. Donc, le président Paul Biya les a humiliés d'abord. Et vous avez vu, Macron, là encore, a oublié son titre de président. Parce qu'il était sur la même ligne que le président Paul Biya. Ils étaient sur le même pupitre. Deux pupitres de chef d'État. Mais il était obligé de se transformer en interprète. Là encore, il était humilié. Donc, c'est toute cette colère-là qui fait que Macron s'est lâché. Mais l'État malien n'a pas été le seul à répondre. Il y a eu le président Mussolini, excusez-moi, mon frère vous m'aidez, Mussolini qui a répondu. Il y a eu beaucoup de leaders africains qui ont répondu. Et comme par hasard, rappelez-vous bien, lorsque l'État malien avait commencé à déposer IDK, c'est la même gamme de sorties disrespectueuses. C'est la même gamme de sorties disrespectueuses, autant pour moi. C'est la même gamme de sorties malicieuses. Et mieux, ce communiqué a signé 3 traits. D'abord, rappeler à Emmanuel Macron que l'État de la France et du Mali est colonialiste et paternaliste, c'est terminé. Ça, c'est pour y rappeler ça. Deuxièmement, il fallait rappeler à Emmanuel Macron que c'est le mal de l'Afrique, en citant le Rwanda. Et troisièmement, a dit à Emmanuel Macron que le Mali est un peuple souverain qui répondra désormais de
du comportement de mouton à réaction des bergers, du tic au tac. Donc, cette communication du peuple malien est à saluer, est à encourager et à applaudir. Donc, je tiens ici, comme le représentant est là, mon général Diawara, a dit bravo. Bravo parce que vous voyez aujourd'hui, la première arme, c'est la communication. Si vous ne savez pas communiquer, vous êtes le dindon de la farce. Si vous ne savez pas répondre, vous êtes le dindon de la farce. Vous voyez comment est-ce que le ministre des Affaires étrangères, Diop, chaque fois qu'il y a une entorse contre le peuple malien, répond. Regardez la bêtise que Draman Ouattara, avec le facilitateur du Togo, ont essayé de faire passer dans la tête des gens. Comme si c'était le peuple malien qui demandait une négociation. Le ministre Diop l'a rectifié clair. Vous voyez? Donc, Macron aujourd'hui nous fait d'hypocrite. Mais je vais vous dire quelque chose pour finir. Quand vous voyez un monsieur qui est dans une salle de classe avec ses camarades et qui décide de sortir avec la mère de sa camarade de classe, c'est lui l'hypocrite. Quand vous voyez un monsieur qui, dans son pays, fait sortir des jeunes noirs de leurs hôtels où eux-mêmes ont été logés pour mettre des Ukrainiens, c'est lui l'hypocrite. Quand ce monsieur laisse ces jeunes noirs dans la rue et qui viennent baratiner leurs parents, qui est l'hypocrite entre nous? C'est Emmanuel Macron l'hypocrite. C'est Emmanuel Macron le malicieux. Emmanuel Macron dit qu'il n'a pas d'amis, mais l'Afrique n'est pas son ami. L'Afrique, c'est plusieurs pays et aucun pays n'est ami à Macron, à part ses boys, Ouattara, Bazoum et Macky Sall. Donc, s'il y a hypocrisie ici, c'est lui qui déshabille les vieilles femmes avec lesquelles il est en classe avec ses amis. S'il y a hypocrisie ici, c'est lui qui met nos enfants dehors en pleine guerre d'Ukraine et l'autre guerre d'Ukraine. Les Ukrainiens, s'il y a hypocrisie ici, c'est Emmanuel Macron l'hypocrite qui laisse la France pour venir torpiller la Russie qui est un pays frère à lui. Il devrait mieux rester en Europe, amener des casse-bleus à la Russie que les amener en Afrique et venir les torpiller. Donc s'il y a un hypocrite, c'est lui. Alors il faut saluer la sortie du peuple malien qui a mis les points sur les i. Merci à vous, Okosisi Baba Nicolo, pour ce premier jet. Alors, l'autorité Souleymane Koné, je reviens à vous pour apprécier également d'entrer à votre lecture des faits autour donc de ce sujet d'actualité qui nous intéresse aujourd'hui. Ça dit clairement, à votre avis, Souleymane Koné Bagbo, que le Mali reste et demeure aujourd'hui le seul et véritable pays, j'en ai dire, libre sur le continent africain, au regard du temps qui est utilisé, les mots qui sont choisis, mais surtout la spontanéité avec laquelle désormais l'État central de Bamako fait désormais montre afin d'établir, de rétablir ce rapport de force sur le continent africain. Ce que nous autres, peut-être très récents, du point de vue en tout cas du vécu autre, on n'a pas vu clairement ça. Est-ce qu'il est clair aujourd'hui que Bamako se positionne clairement comme défenseur des intérêts du continent africain? Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, mon cher Fabrice. Merci de m'avoir fait l'honneur de cette invitation. Je salue le camarade Okosisi Banikolo, mon général. Je salue aussi le général Diawara, le général du peuple malien. Soyez vraiment salués. Revenant à votre question, il faut dire, bien sûr, on peut dire que le Mali est aujourd'hui le défenseur de l'Afrique. Et c'est pour ça d'ailleurs, nous autres sommes résolument engagés aux côtés du Mali pour mener à bien cette défense de l'Afrique. Parce qu'il faut le dire, il y a depuis, on va dire, le 21e siècle, depuis les dernières décennies là, il n'y a pas véritablement un président panafricaniste et digne capable de tenir tête à l'oligarchie occidentale. Aujourd'hui, le Mali le fait. Le Mali le fait et donc nous pensons que le Mali est en réalité aujourd'hui le défenseur de l'Afrique vis-à-vis de l'Occident. Ça, c'est une réalité. Voilà, ça, c'est une réalité. Maintenant, j'aimerais un peu commenter, je dirais, le communiqué du gouvernement malien qui dénonce la posture, qui exige de Macron de renoncer à sa posture paternaliste et néocolonialiste et condescendance aussi. Macron, je ne sais pas pourquoi il ne veut pas reconnaître la réalité. La réalité aujourd'hui est que le peuple français souffre. Le peuple français a du mal à se nourrir. Le peuple français a du mal à, en tout cas, joindre les deux bouts. La fin du mois en France commence le 15 du mois.
depuis cette guerre de l'Ukraine, la fin du mois commence le 15 du mois. Hier, avant le début de cette guerre d'Ukraine, avant le début de leur pseudo-sanction contre la Russie, 1000 euros, 2000 euros équivaut aujourd'hui à 1500 euros, voire 1000 euros. Parce que tout est devenu cher. Il y a une dévaluation totale de l'argent au niveau de la France. Une dévaluation totale. Donc moi je pense que c'est des problèmes face auxquels Emmanuel Macron doit travailler. C'est des problèmes qui doivent interpeller Emmanuel Macron. Mais il laisse ces problèmes-là et il va emmerder les gens en Afrique. Moi j'aimerais ici interpeller Emmanuel Macron sur un point qui est factuel. Total Énergie, de la bouche de son patron, a dit ceci sur une chaîne française. Total Énergie ne quittera pas la Russie. Nous n'allons pas quitter la Russie. Nous allons continuer à travailler en Russie. Et aussi, il ajoute des sous pour dire que les journalistes français disent que les concurrents anglo-saxons de Total sont partis de la Russie. Il dit c'est faux. Personne n'est parti de la Russie. Tout le monde est en Russie. Toutes les entreprises de gaz, de pétrole, etc. sont en Russie, sont restées, n'ont pas bougé. Mais moi je pose une question et j'interpelle ici le peuple français de réfléchir avec moi sur cette question-là. Si les fournisseurs de carburant de la France ne sont pas partis de la Russie comme on nous le fait croire, si Total n'est pas parti de la Russie, si Total travaille toujours en Russie, Total importe, Total travaille toujours, en tout cas, comme normalement depuis, son contrat avec la Russie, Total continue de travailler toujours normalement. Pourquoi aujourd'hui, à la pompe, le carburant a augmenté sur Total? Puisqu'on nous dit que c'est pas manque de carburant, c'est pas manque de pétrole, que l'essence et le carburant deviennent chers ici en France. J'aimerais savoir, Total vient de nous dire qu'il ne manque pas de pétrole en Russie. Mais pourquoi c'est cher chez nous ici? Voilà la question que je pose à Emmanuel Macron. Et je pense que c'est une question que en tout cas toute la population française doit se poser. C'est une question très légitime. Donc je pense que Emmanuel Macron doit travailler pour son peuple. Et c'est tout là l'hypocrisie. L'hypocrisie et la mauvaise foi. Faire croire à son peuple que nous sommes en train de punir la Russie alors qu'il n'en est rien. Alors qu'il n'en est rien. Il est en train d'augmenter les taxes sur l'importation du pétrole, sur l'importation du gasoil, sur l'importation de l'essence, etc. Augmenter la taxe, faire renflouer les caisses de l'État, fouiller dans les poches des Français. Et aujourd'hui, c'est le peuple français qui subit. Parce qu'en réalité, leurs sanctions, c'est des pseudo-sanctions. C'est faux. C'est archi faux. Ils ne sont pas en train de sanctionner qui que ce soit. Tout est normal. Tout sur le circuit normal. Mais pourquoi ils mentent au peuple français? Moi, je pense que le peuple français doit se poser cette question-là. Pourquoi Total continue de travailler normalement et puis ici, du jour au lendemain, tout augmente? Voilà la question. Donc, moi, je pense que Emmanuel Macron peut aller s'arrêter en Afrique pour dire ce qu'il a envie de dire. Puisque les présidents face à qui il parle, notamment le président, le guignol de la Guinée équatoriale, je pense que c'est des gens qui ont accepté de liquider le peuple africain. C'est des gens qui ont accepté de travailler avec la France au détriment du peuple africain, qui n'aiment pas le peuple africain, qui ont trahi en tout cas leur vocation de chef d'État. Donc il peut le faire, mais ça ne marche pas avec le Mali. Et c'est pour ça d'ailleurs, nous tous sommes engagés du côté du Mali. Nous nous réveillons à 5 heures du matin pour travailler pour le Mali, pour défendre sur le volet communicationnel le Mali. On fait tout ce qui est en notre pouvoir pour soutenir cause et âme le Mali. Donc aujourd'hui,
Nous plaçons le Mali dans la position de défenseur de l'Afrique. Et nous autres, panafricanistes, nous sommes avec le Mali. Merci à vous, l'autorité Souleymane Koné, pour cette prise de parole. Alors, nous rentrons donc de plein pied, Issa Diawara, pour décrypter au détail près les mots qui sont choisis par le ministre Abdoulaye Meiga pour exprimer clairement la colère de tout le peuple malien. Il y a clairement, et c'est le premier fait que je voudrais que nous puissions retenir, et pas des moindres, comme une forme de fixation autour de la marginalisation des peuples, des Peuls du côté du Mali, et c'est ce qu'a d'ailleurs déclaré Emmanuel Macron du côté de la Guinée-Bissau, relevant selon lui eh bien, des crimes et autres exactions commises par l'armée malienne contre une minorité Peul du côté de Bamako, et bien des faits que le communiqué en tout cas de Bamako décrit avec beaucoup de véhémence, rappelant d'ailleurs le rôle trouble qu'a joué une certaine radio, Mille Collines pour ne pas la nommer du côté de Rwanda, et bien craignant donc clairement que on va dire quoi, le processus et le procédé qui avait conduit au massacre des Tutsis des Tutsis du côté donc du Rwanda ne puisse se repréciser, alors ne puisse se refaire du côté du Mali. Alors est-ce qu'il y a clairement un agenda du côté du Mali par la prédation occidentale contre les Peuls maliens? Ok, merci, M. Fabrice. Je vais vous dire, l'Occident a beaucoup d'agendas au Mali pour déstabiliser le Mali. L'un de ces agendas, bien sûr, c'est de vouloir miser, tabler sur un conflit intercommunautaire qu'ils ont expérimenté au centre du Mali en armant des mercenaires, puisque quand vous prenez la Légion étrangère de la France, vous allez retrouver presque tout le monde là-bas. Chacun parle à peu près, en tout cas plus de 30 nationalités là-bas. Donc, il suffit pour eux de mener une opération et de pousser les légionnaires français qui parlent Peul, par exemple, à revendiquer l'attaque au nom des Peul. Donc, les Dogons vont penser qu'en réalité, ce sont des Peul. Ainsi de suite, et les légionnaires peut-être qui parlent Dogon. C'est un peu ce qu'ils ont tenté, et ils ont expérimenté au centre du Mali, maintenant qu'ils veulent propager au niveau du reste du Mali. Parce qu'au centre, les gens comprennent finalement la question, les gens comprennent finalement que c'était des mercenaires, on s'était fait avoir. Maintenant, cette leçon a été tirée sur le plan national. Or, la France, bien avant même le centre du Mali, la France l'avait déjà expérimenté au nord, en instrumentalisant nos frères, certains de nos frères Touaregs, arabes, contre les Sids. C'est-à-dire, ils ont tenté la question tribale, ça n'avait pas marché. Ils ont tenté la question, le nord est moins développé, le sud est développé. Comme si, pourtant, dans leur discours, ils disent que le Mali est sous-développé. C'est que je ne comprends pas. Ils ont tenté cela, ça n'a pas marché. Ils ont tenté de faire croire que, en tout cas, les musulmans étaient majoritaires et qu'il n'y avait rien de cela n'a marché. Donc, c'est l'un de leurs agendas. Et je vous donne cette garantie, c'est déjà échoué. Parce que quand, ici même à Kati, moi, j'ai des amis qui sont Peuls. Dans l'armée malienne, beaucoup des officiers sont Peuls. Moi, je suis soniqué. Si c'est l'islam, je suis d'une ethnie qui, en réalité, est majoritairement, en tout cas, est musulmane. Mais, idem avec les Peuls. Les soniqués, les Peuls sont des ethnies qui pratiquent beaucoup plus l'islam ici au Mali. Ensuite, suivi des autres ethnies. Mais, ça ne marche pas. Il y a même nous, moi je suis soniqué. Il y a des jeunes soniqués qui se font avoir dans le terrorisme. Est-ce que cela veut dire qu'il faut lutter contre? Ce sont les soniqués possibles. Non. Les terroristes, un terroriste, qu'il soit Peul, qu'il soit malinqué, qu'il soit bambara, qu'il soit soniqué, sera neutralisé. Ça, je l'ai dit, je le répète. Peu importe la nationalité du terroriste, il sera neutralisé. La France est dans un truc de sélection. Que si le terroriste est d'une telle ethnie, il faut l'épargner, sinon ils vont faire communiquer, ils vont faire croire à un tel massacre. Ça a commencé depuis Moura. Ça ne marche pas ici. Ça va marcher. Amadou Koufa est un peu. S'il était soniqué, ils allaient faire croire qu'en réalité c'est un truc qui est orienté contre les soniqués. Moi je suis soniqué. Donc si c'était un autre, c'est un peu cela, c'est ce qui se passe. Mais est-ce que tous les peuples, il y a beaucoup de officiers peuples aujourd'hui qui combattent ce terrorisme. Le Mali a le colonel Assimi Goïta, son épouse, elle est Peul, non? Mais beaucoup des officiels du Mali sont Peul. Nous, on n'a pas ce problème, mais ça, c'est derrière nous. Ce qu'ils ont réussi à faire ailleurs, là, ça ne va même pas marcher au Mali. Parce que ici, Dieu merci, tout va bien.
ce conflit. Parce que nous, on a ce qu'on appelle les Sanangouya ici. Sanangouya, c'est le cousinage à plaisanterie. Entre peut-être moi, je suis Soniké, entre Soniké et Malinké, nous plaisantons. Nous ne pouvons même pas nous battre. C'est là, c'est carrément interdit chez nous. Donc nous plaisantons, nous taquinons. Donc ça passe entre nous. Donc nous sommes vaccinés. Entre les Peuls et nous, Soniké, nous nous amusons bien. On se taquine. Comment ils veulent que nous faisons la guerre? Ça ne va pas se passer ici. Entre les Bavarais et les Peuls, les gens plaisantent, les gens se taquinent. Entre les Peuls et les Dogo, ils savent qu'ils ont voulu casser. Ça ne va pas marcher. Nous sommes vaccinés. Ils ont beaucoup de logiciels. Mais M. Fabrice, je vais vous dire les choses clairement. Les objectifs de Macron, c'est ce qu'il faudrait voir. Puisque Macron, c'est quoi intelligent? Il n'est pas plus intelligent que nous autres. La tournée de Macron, la tournée africaine de Macron visait 3 objectifs principaux. Il y a des sous-objectifs, mais 3 objectifs principaux. Premier objectif, il s'agissait pour Macron de faire allier l'Afrique à la position occidentale sur le dossier ukrainien. C'était ça le premier objectif visé. Puisque l'abstention des Africains a du mal à passer auprès du bloc occidental. C'est pourquoi ce n'est pas Macron qui est venu de lui-même, mais c'est Zelensky. Vous savez, c'est monsieur quand il est sous maintenant au bloc occidental. S'il veut parler à un parlement, tout de suite c'est fait. S'il veut parler à votre gouvernement, il donne même des ordres. C'est Zelensky qui a instruit à l'Occident de prendre des sanctions contre la Russie. Donc c'est Zelensky qui a instruit à Macron de venir rallier l'Afrique à leur combat. Donc Macron est venu en missionnaire. Et cet objectif, est-ce qu'il a réussi? Non, il a échoué. Parce que davantage les Africains comprennent ce qui se passe. Tu ne peux pas venir nous imposer un point de vue. Premier objectif par l'eau. Deuxième objectif, il est venu proposer un partenariat. C'est-à-dire quoi? Il fait ce qu'on appelle, c'est un peu le préalable d'une alliance entre l'OTAN et bien sûr la CEDEAO. Donc ils veulent militariser la CEDEAO au profit de l'OTAN. C'est de cela qu'il est question. Deuxième objectif. Et là encore, il a échoué. Tout simplement pourquoi? Parce que là, avec son positionnement avec la Guinée-Bissau, donc là, il a déjà cassé un ballon. Il devait laisser un ballon dans une position floue. Il n'est pas assez intelligent, Macron. Il a fragilisé un ballon. En quoi faisant? Aujourd'hui, quand un ballon initie quelque chose, la tendance de la CEDEAO, le Mali, le Togo et autres, qui sont un peu sceptiques du bloc, en tout cas capitaliste mené par la France, vont tout de suite se retenir. Et ils risquent d'avoir un semblant du sommet du 4 juin où des chefs d'État ont failli se tenir la main à cause du dossier malien. Donc là, d'emblée, Ambalo, on voit qu'il est partisan. Il a donné une coloration claire à M. Ambalo. Donc il a fragilisé Ambalo. Donc la CEDEAO de l'OTAN, en tout cas, ne va pas. Le fait de vouloir otaniser la CEDEAO, c'est déjà une difficulté. Ils viennent d'afficher Ambalo de même qu'ils ont. Lui-même, il a affaibli le président du Ghana. Parce que c'est lui qui avait dit qu'il va appeler le président Nana Akufo-Addo. Cela avait fragilisé déjà le président du Ghana. Autre problème, troisième objectif. Ils veulent, à défaut de tout cela, isoler le Mali davantage. Ils tentent d'isoler le Mali. Et bien au contraire, en faisant cela dans sa posture, il vient de fédérer encore tous ceux qui ont une position panafricaine autour du Mali. Résultat, nous voici en train de faire un débat là-dessus. Il y en a beaucoup d'Africains qui animent des débats là-dessus. Et lui, Macron, résultat, il se fait insulter aujourd'hui par 90% des Africains. Même ceux qui voulaient soutenir la France typiquement aujourd'hui sont en difficulté. La France, avec ses pions comme Ouattara et autres, ne sont pas en train de se faire aider. D'ailleurs, je profite pour donner un conseil aux Vauriens qui soutiennent et M. Ouattara qui ne comprennent rien. C'est le savoir, c'est la seule chose qu'on partage au monde sans s'appauvrir. Ils doivent savoir tout simplement qu'en continuant d'insulter les autorités maliennes, ils sont en train d'enfoncer les 49 mercenaires ivoiriens. En continuant d'insulter Assimi Goïta, ils sont en train de sceller complètement le sort des 49 mercenaires ivoiriens. Quand on est en difficulté, ce n'est pas l'orgueil qui passe, ce n'est pas l'arrogance. On négocie. Quand on est en position de faiblesse, on négocie. Parce que c'est eux qui sont tenus. Qui détient les 49, les militaires de l'autre? C'est le Mali qui détient leurs 49 mercenaires ici. Donc ils sont en position de faiblesse, ils n'ont aucun intérêt à continuer dans leur injonction. Vouloir le faire, ils sont en train de compliquer la tâche de Ouattara, parce que chaque jour, ils se font bander un pied de plus de 80 ans sur les réseaux sociaux. Au moins, s'ils font leur meilleur coup, les gens peut-être allaient calmer leur. Plus ils essaient de défendre, plus
Africains vont continuer à les enfoncer pour mensonge. Ça ne passe pas ici. Donc c'est un peu les trois trucs. Merci à vous, Général Issa Diawara. Alors, on va insister davantage autour de ce fait d'actualité avec vous, Okosisi Baba Nicolo, parce que le gouvernement de transition du côté de Bamako ne voudrait pas clairement et bien que cette haine viscérale que le gouvernement français veut clairement jeter entre les différentes communautés du côté de Bamako ne puissent clairement s'envenimer, ne puissent prendre de la hauteur afin d'éviter au pays clairement, on va dire, le chemin rwandais, mais des faits ou alors des tracés, des objectifs pareils, alors des tracés pareils, on les observe régulièrement, en tout cas sur le continent africain. Est-ce que dans ces démarches communicationnelles, le gouvernement de transition veut clairement couper l'herbe sous le pied, c'est-à-dire éviter clairement que l'affaire ne puisse clairement s'envenimer, puisqu'à plus d'une fois, les rapports en tout cas des ONG dites, des organisations dites non gouvernementales ont plusieurs fois relevé le fait que l'armée malienne avait commis des exactions contre les Peuls. Pourtant, on a clairement suivi ça Diawara tout à l'heure que l'armée camerounaise est faite, que dis-je, l'armée malienne est un savant mélange de toutes les communautés qui la composent. Et donc, il ne pourrait pas clairement avoir une fixation sur une communauté particulière, qu'elle soit majoritaire ou minoritaire. Alors, d'abord, il faut dire que le citant nommément, l'État malien voulait d'abord envoyer un message au monde entier. Le premier message, c'était de dire que la France, avec Emmanuel Macron, qu'on vient d'attraper la main dans le sac, parce qu'on a attrapé Emmanuel Macron en flagrant de mensonge, dit que tel peuple du Mali, tel peuple du Mali, tel peuple du Mali, de façon malicieuse, serait proie à un génocide. Qu'est-ce qu'il veut dire? Dire que les Peuls ou les Dogons seraient à couteau tiré est un mensonge que l'État du Mali voulait tout de suite mettre à nu, déraciner le mensonge pour ne pas que ça donne à fleurisse l'intention de Macron qui est que demain, ils vont faire comme ils l'ont fait au centre Mali, se faire passer pour des Maliens, attaquer des peuples et venir avec les caméras faire la propagande de ce que Macron a intentionnellement planté. Donc l'État du Mali voulait tout de suite déraciner ce mauvais grain-là. Pardon, excusez-moi, cette mauvaise graine. Donc, quand le communiqué du Mali précise que la France se rappelle du Rwanda, ils incriminent en même temps tout de suite ce même comportement que la France a eu en étant spectateur, organisateur et fournisseur d'armes aux Tutsis et aux Hutus pour se faire massacrer. Voilà le premier point. Et ils ont bien fait de le mentionner pour que la France, qui s'est excusée officiellement sous Macron lui-même de ce qui est arrivé au Rwanda, sous Hollande de ce qui est arrivé au Rwanda, ne fasse pas cette même bêtise pour que sa communication, comme que la première arme, puisse s'accaparer de ça pour créer des dissensions au niveau du Mali. Ça, c'est un. En deux, la position de Macron de souffler le faux est-ce que lui-même l'a trahi en disant que, avec Ambalo de la Guinée-Bissau, qu'une force anti-coup d'État serait en préparation. Le communiqué du peuple malien tient à compte tout ça. Une force anti-coup d'État dans un pays où les gens vont mettre le blé, dans un pays où les soldats sont mal nourris, dans un pays où les commandes n'ont que de force que pour chasser Yaya Jammeh en Gambie et aller faire tuer Samuel Doé. Toute cette force-là, qui aujourd'hui n'arrive pas à juguler le problème de terrorisme, on n'arrive pas à les nourrir, mais on va créer une force anti-coup d'État. Et pour ça, on va venir présenter le Mali comme étant en train de se déchirer parce que les gens ont fait un coup d'État. C'est ça le message caché. Pourquoi aujourd'hui les peuples à l'intérieur du Mali sont en insécurité? Parce que les gens ont fait des coups d'État. Comme les gens ont fait des coups d'État et que ces coups d'État permettent, au lieu de créer la sécurité, créer l'insécurité entre peuple,
nous allons créer une force anti-coup d'État. C'est ce qu'ils veulent dire. Et c'est ça que le communiqué a brisé. Et mieux, allons plus loin. Est-ce que pour torpiller la Russie, on a besoin de diviser les peuples? Pourquoi Macron mentionne ça? Macron mentionne ça parce que il veut que la communauté internationale soit témoin du désengagement d'un peuple pacifique par le Wagner et par la Russie. Macron veut que la communauté internationale soit témoin de ce que le Mali, avec l'appui de la Russie, est en train de se désengager, se déshydrater, se déchirer. Voilà ce que le communiqué du Mali voulait mettre à plat. Il dit, la graine que Macron plante là, le Mali est loin de là. Et tout à l'heure, Diawara l'a dit. Chez nous, on appelle ça le Toupaya. En Côte d'Ivoire, on appelle ça le Toupaya. C'est des amusements entre peuples amis, entre peuples frères, entre peuples qui ont traversé une histoire. Moi, je suis Adoukou de Dabou. Et mon Toupé, c'est les Dida. C'est comme les Atiers, les Abais. Et tous, on a le même Toupé. On les appelle les Dida. Donc, nous, les Dida, jamais on ne peut aller jusqu'à verser le sang. Donc, naturellement, comme l'a dit Diawara, chez eux, les Peuls, les Dogons, les Soniqués, ils ont cette alliance qui est chez nous le Toupéa. Donc, ce communiqué est bienvenu et ils ont bien fait de préciser le nom du Rwanda parce que au Rwanda, il ne faut pas oublier, ça a été fait la propagande d'une radio qu'on appelle Radio 1000 collines. Mais quand Macron s'assoit sur un pupitre et ment et qu'on attrape en flagrant de mensonge, et le communiqué le parle, l'a précisé, excusez-moi, Radio 1000 collines, qui rappellerait Radio 1000 collines. Mais avant ça, regardez l'accompagnement de la communication avec les médias pro-français. Quand Macron est rentré sur sa page, je suis allé sur la page de Macron, il a fait un résumé de sa visite en Afrique qui semblerait réussie. Une visite réussie. À quel moment il a réussi sa visite? Au Cameroun, le président Paul Biya l'a humilié. Lorsqu'il a exposé le problème de son mandat, le président Paul Biya lui a dit, mais calculez le nombre d'années qui restent pour leur dire que ce n'est pas votre problème. Quand il a parlé de la Russie, le président Paul Biya lui a dit, mais nous, d'ailleurs, votre affaire russe, ça ne nous intéresse pas. Nous, quand on allait voir la Russie, là, ça vous parlait de notre amitié depuis longtemps. Donc, la il a été humilié, honni. Avec un ballon, ils n'ont pas abordé le problème clé. Ils ont laissé ça à côté, ils allaient parler de comment dirais-je, d'hypocrisie et tout, avec Talon au Bénin. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce que l'autre lui a dit? Donc, il a échoué totalement. Macron était venu, comme l'a dit Diawara, en offensive, parce qu'il a perdu la corde. L'OTAN lui a confié l'Afrique. L'OTAN lui a dit, laisse l'Afrique. Il a confié l'Afrique à Alassane Ouattara, l'Afrique de l'Ouest. Alassane Ouattara a échoué. Macron s'est senti obligé de venir lui-même en tant que patron de ses bords. Il a échoué. Donc bientôt, il y a le secrétaire des États-Unis, je sais qui va venir en Afrique. C'est déjà dit ça. Il y a un Américain qui viendra aussi en Afrique pour arrondir les bords. Ouattara a échoué pour l'OTAN. Macron est venu, il a échoué pour l'OTAN. Les États-Unis viendront bientôt échouer. Voilà ce qui se joue. Donc, ce communiqué-là a bien fait de préciser pour ne pas que le Mali rentre dans la danse. Parce que de toute façon, comme l'a dit Diawara, le Mali ne rentre pas dans la danse. Mais il faut, comme nous sommes dans un mode de communication, prévenir. Il faut déraciner la graine plantée par Macron. Parce que si Macron l'a dit, vous vous rappelez très bien, il y avait un diplomate espagnol qui avait dit que les États-Unis, ou bien, ils se plaignent qu'ils attaquent le Mali, j'ai oublié un peu les termes. Il avait dit ça. Quand il a dit ça, qu'est-ce qui s'est passé? Dès qu'on a levé l'embargo, le Mali a été attaqué. Donc Macron a trahi un secret qu'ils ont préparé dans leur salle de francs-maçons, dans leur salle de France-Africains, dans leur salle de OTAN. Et au-delà de ça, pour finir, aujourd'hui, des Français se plaignent que Macron donne beaucoup d'argent à l'Ukraine alors que les Français ne mangent pas. En septembre, Mélenchon appelle les peuples français à marcher contre la vie chère. Voilà autant de choses dont Macron devait faire face au lieu d'aller en Afrique pour aller ternir l'image de la Russie et d'aller torpiller des peuples qui vivent paisiblement. Donc non, le Mali n'a pas échoué et le Mali a bien fait de préciser ça pour déraciner la graine que Macron veut planter. Okossi Baba Nekolo, avant de revenir à vous, Suleiman Kone Bagbo, on va bifurquer un tout petit peu du côté du standard pour prendre Monsieur Jean qui nous appelle par ligne directe depuis les États-Unis. Monsieur Jean, nous vous accueillons et on entend d'apprécier avec vous ce communiqué des autorités de la transition de Bamako. Comment l'avez-vous accueilli depuis les États-Unis? Bonsoir. Bonsoir Fabrice, bonsoir à vos invités
et au Kosisi, Issa Diawara et Suleiman. Bonsoir aux techniciens, bonsoir à tous ceux qui ont à cœur ce problème de l'Afrique. Nous sommes dans une ère qu'il faut vraiment s'oublier et défendre la dignité humaine. Nous encourageons les autorités de Bamako, nous louons leur courage. Et ils n'ont qu'à savoir qu'il y a des gens qui intercèdent pour eux. Parce que les gens, peut-être que certains ne comprennent pas. Ce qui se passe au Mali, c'est vraiment historique. C'est révélateur. Et nous appelons le peuple français à témoin pour ce que leur peuple, leurs dirigeants font sur le continent africain depuis la nuit des temps. Dans le discours, effectivement, les 3 points soulignés, moi je veux mentionner un point, la manipulation ethnique. Fabrice, comment est-ce qu'un pays comme la France peut se permettre de continuer à jouer ce jeu pervers sur le continent africain? Macron, ce gamin, vient parler de cela, il veut maintenant instrumentaliser les ethnies, comme il le faisait depuis longtemps, comme la France, les dirigeants français le faisaient depuis longtemps. Parce que, c'est-à-dire, c'est ce qu'ils mangent. Vous voyez, leur perversité. Un pays qui pense chaque fois comment faire pour détruire les autres pays. Est-ce que ce pays-là va penser? Mais en fait, il faudrait que les Africains comprennent ceci. Il n'y a aucune relation, il n'y aura aucune coopération avec la France. Une coopération digne, une coopération humaine avec la France. Les pays, je parle des pays africains. Parce que la France toujours voit les pays africains comme poubelles, comme pays de rats, comme pays des gens des poupées, des gens qu'il faut aller manipuler. Et pour cela, il faut seulement leur présenter quelques grains et ils vont sauter là-dessus. C'est ça ce qui se passe maintenant au Burkina. Vous voyez ce qui se passe au Burkina Faso? On prend l'argent, on manipule les jeunes pour détruire les autres jeunes. C'est l'œuvre de la France. Et ils pensent qu'avec ça, ils vont développer leur pays. Leur pays sera grand. La grandeur ne réside pas dans cette force brute-là, dans cette manipulation inhumaine, insensée, qui est contre la dignité humaine. Nous sommes les créatures du Créateur. On ne peut pas nier cela. Mais la France joue toujours ce jeu sur le continent africain. Le ministre malien a bien fait de rappeler ce qui s'est passé au Rwanda. C'est inhumain. Et juste là, la France n'a jamais condamné. C'est-à-dire, les autorités, ils n'ont pas... C'est pourquoi leur moralité est tellement basse. C'est des inhumains, des barbares. Si nous réfléchissons bien, nous devons cesser toute coopération. Les Africains doivent cesser toute coopération avec la France. Toute coopération avec la France. Si on est sérieux. Et nous avertissons le peuple français que leur présence en Afrique devient gênante. Et que s'il s'avérait qu'on va répondre, on va répondre à la France. En commençant par d'abord nettoyer les sites sur le continent africain. Et même ce qu'on n'a jamais pensé faire, on va les attaquer. Je ne dis pas, ce que je dis, ce n'est pas question de révolte. Non, non, non. C'est dans la ligne, c'est-à-dire c'est dans la lignée du tic-tac, du réponse. Oui, Fabrice. Ce n'est pas ce, et je suis certain que la Russie sait très bien ce qui se passe et elle sait comment penser, comment agir. Vous verrez tout à l'heure. Vous verrez. Courage aux autorités maliennes. Avancez seulement. Mais continuez de mettre en garde la France. S'ils sont des humains, une partie de l'humanité en eux, ils vont se ressaisir, se convertir. Nous sommes en guerre. Que Dieu bénisse. Merci à vous, Monsieur Jean, pour votre contribution. Suleiman, est-ce qu'on a notre appelant du côté du standard? Alors, Suleiman Koné, je reviens donc à vous rapidement. Peut-être vous direz un mot clairement autour de ce schéma traditionnel classique de la prédation occidentale sur les continents africains, sur le continent africain.
réussir, ma foi, à faire croire à l'opinion internationale, comme l'a si bien dit Okosisi Baba Nicolo, qu'il y aurait la marginalisation d'un groupe, d'une ethnie par rapport à d'autres, avec comme pour objectif de venir clairement s'installer au nom du droit international et le droit humanitaire international qui leur donne en tout cas droit de vie et de mort sur tous les peuples, et cette fois-là singulièrement sur le continent africain. Mais ce que je voudrais comprendre en plus, Suleiman Kone Babo, pourquoi est-ce que la France ne change pas cette manière condescendante de s'adresser au peuple africain, tant le ton employé depuis la nuit des temps commence clairement du moins ne passe plus, n'est plus plaisant. Beaucoup souhaitent clairement, et comme l'a d'ailleurs souligné, c'est pas trop l'un d'entre vous, dans une position de faiblesse, eh bien l'on doit clairement négocier. Est-ce que la France ne sent-elle pas le fait qu'elle soit clairement aujourd'hui en danger sur le continent africain? Merci encore une fois, M. Fabrice. Je pense que les Français ont fait l'erreur grave de reconduire Macron à la tête de leur État. Parce que les Français, bizarrement, je ne sais pas pourquoi, mais ils n'ont pas tendance à regarder au-delà des frontières de la France pour voir en réalité c'est quoi la politique extérieure de la France. Ils n'ont pas cette habitude-là. Et c'est tout là le problème des Français. Et c'est un rejaillissement négatif sur la société française. C'est une réalité. Macron est un malheur pour la France. Ça, c'est une réalité. Même, comment ça s'appelle, Erdogan l'a dit. Macron est un malheur, est un poison, est une gangrène. Et pour la France, le peuple français, je dis bien, et pour le peuple français et pour les Africains, je ne sais pas un homme qui est jeune, qui est jeune, même si tu as marié une vieille femme, mais ça ne veut pas dire que toi es vieux. Tu es jeune. On est au 21e siècle. Et toi, tu veux adopter la même politique que Général de Gaulle et puis Jacques Coquard. Je ne le comprends pas. Je ne le comprends pas. On est à l'aide des réseaux sociaux. Tout est clair. Aujourd'hui, on vient de recevoir une information qui n'est même pas encore officielle en Côte d'Ivoire, du côté de Ndoussi. Nous avons l'information. Tout se sait. À la minute près, à la seconde près. Et toi, tu veux adopter la même politique que Général de Gaulle, où il n'y avait même pas, où les gens n'avaient pas accès au téléphone. Je ne sais pas comment Macron il réfléchit, ou il n'a pas de conseiller. Je ne comprends pas son affaire. Ils ont fait ça au Rwanda. Et puis, je vous dis, le Rwanda là, le génocide du Rwanda a été orchestré, savamment orchestré, manipulé et fourni, et en tout cas encouragé et je dirais en tout cas encouragé par la France pour pouvoir avoir une porte d'entrée au Congo. C'était ça l'objectif, avoir une porte d'entrée pour pouvoir s'installer en Afrique centrale et piller le Congo. C'est pourquoi depuis lors, la guerre avec les M23, ça ressurgit toujours. Ça se calme et puis ça revient, ça se calme, ça revient. Donc c'est un peu ça qu'ils ont fait du côté du Rwanda. En Côte d'Ivoire, ils ont tué Thomas Sankara. Ils ont installé Blaise Compaoré pour pouvoir avoir le contrôle de la sous-région. En même temps avec le Sahel. Et comme ils voyaient que Kadhafi était un rapport par rapport à leur plan machiavélique de casser, de découper le Mali, ils ont tué Kadhafi sous mandat de l'ONU pour dire que ils vont aller protéger les civils de Benghazi. Parce que Kadhafi aurait pris la décision d'aller tuer tout le peuple libyen se trouvant à Benghazi. Donc ils sont allés auprès de l'ONU, ils ont eu le mandat et Sarkozy a pris en tout cas ses avions de ses chasseurs et ils sont allés tuer Kadhafi. Mais Kadhafi tentait de s'enfuir. Alors que dans la résolution de l'ONU, le mandat qui leur a été donné, c'était un mandat plus ou moins humanitaire, un mandat qui devait protéger les civils contre d'éventuelles attaques de Kadhafi. Mais Kadhafi était en train de fuir. C'est-à-dire qu'il n'était pas dans une position de tuer quelqu'un. Hein. Il tentait de s'échapper pour aller vers l'Afrique de l'Est. Il tentait de s'échapper vers l'Égypte, etc. Et ils sont allés, pendant qu'il est en train de fuir, ils lui ont envoyé une balle dans le dos. Ils ont bombardé son convoi pendant qu'il tentait de fuir.
Donc, c'est le même schéma qu'ils ont fait en Côte d'Ivoire. Ils ont dit que Gbagbo allait bombarder le camp militaire de la France de Bouaké, de la force de Kona à Bouaké. Alors que ces pilotes biélorusses ont été arrêtés, je crois, au Togo. Normalement, on devrait les juger. Ils n'ont jamais été jugés. Et l'affaire a été classée sans suite. Des gens qui ont bombardé le camp des soldats français, dont 9 soldats sont tombés, ils ont classé cette affaire sans suite. Et ils sont servis de cet alibi-là pour aller entourer la maison de Gbagbo avec 35 chars de combat, 35 chars de guerre. Et ainsi, ils voulaient faire un coup d'état sur Gbagbo en 2004. Nous étions la vigilance des patriotes, Gbagbo serait en tout cas tombé à ce moment-là. Mais nous avons vu par la suite ce qui s'est passé. En 2010, Gbagbo n'avait rien fait. Il a gagné les élections. Et ils sont venus bombarder son palais. Ils ont dit que Gbagbo a des armes lourdes. Gbagbo a des armes, je ne sais pas d'où quoi. Alors que quelqu'un qui a un embargo sur lui, il est sous embargo. Mais ils ont trouvé des armes lourdes quand même, quelque part chez Gbagbo, qu'ils sont venus bombarder. 11 jours de bombardement. Les civils qui étaient au palais, le palais de Gbagbo était rempli de populations civiles au menu. Ils ont bombardé les gens là pour les tuer. Des gens qui sont allés prendre résolution à l'ONU pour dire qu'on vient sauver les civils ivoiriens. Eux-mêmes, ils ont pris leurs avions de guerre pour aller tuer ces civils. Les morts, on n'est pas fini à compter. Le dialogue, la comité dialogue vérité et réconciliation qui était conduit par Chakona Bani a rendu son rapport pour dire qu'il y a eu plus de 15 000 morts en Côte d'Ivoire. Ce n'était pas 3 000 morts. Dans le rapport de Chakona Bani, c'est 15 000 morts. Donc aujourd'hui, pour faire court, aujourd'hui, c'est la même chose qui veut reproduire au Mali. C'est-à-dire, chercher à... Mais c'est une réalité, hein. La force Barkhane, c'est elle qui se met en habit de dozo la nuit pour aller tuer les peuples et le lendemain matin, ils partent leur truc, ils vont tuer au Dogon, au peuple, que c'est les Dogons qui vont nous tuer. C'est eux qui font ça. Les preuves sont là, nous avons les preuves. Si le cas nous appelle, on va aller donner les preuves. D'accord. Allez, merci à vous, Suleiman Kone, pour cette précision. On va donner la parole à Madame Yao qui nous appelle clairement de la Côte d'Ivoire. C'est par ligne directe, priorité aux téléspectateurs puisque c'est l'instant standard. Madame Yao, votre contribution, bonsoir, bienvenue. Bonsoir, monsieur le journaliste. Bonsoir, monsieur le journaliste. Bonsoir à tes invités. Madame Yao depuis la Côte d'Ivoire. Moi, je félicite les Maliens. Je leur demande de continuer. Hein. Je demande aux Maliens de rester éveillés, de ne pas baisser les bras. Eux, ils ont la chance, hein. Ils ont la chance parce que la Côte d'Ivoire est un modèle pour le Mali. Donc, ils vont se servir des erreurs commises par les Ivoiriens et puis vraiment faire face à tout ce qui arrive à leur pays. Donc, je leur demande, oh les cœurs, on y va et on les soutient. Même si, par le passé, ils nous ont combattus et les quelques Maliens qui sont ici continuent de nous combattre, c'est pas un problème. J'espère que d'ici là, ils vont comprendre. Mais j'appelle ce soir surtout pour parler à M. Ouattara, le président de la Côte d'Ivoire. Mon message est pour lui. Le 7 août prochain, ça sera la fête de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. On fait la guerre. Après la guerre, on peut faire la paix. Le président Laurent Gbagbo a montré aux yeux du monde que pour sa patrie, il est prêt à tout. Il est prêt à tout. Nous, les Ivoiriens, nous n'avons pas, au départ, nous n'avons pas compris pourquoi est-ce que le président Laurent Gbagbo, dès qu'il est rentré, il s'est humilié, aller chez Ouattara. Mais après, on a compris que c'était pour son peuple qu'il a fait. Aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo, il ne réclame rien. Tout ce qui lui revient en tant qu'ancien président, Ouattara ne reconnaît pas. Ce n'est pas un problème. Mais le 7 août qui arrive là, le président Laurent Gbagbo s'est sacrifié pour la paix. On demande à Ouattara, qui est le président des Ivoiriens, de faire libérer tous les prisonniers politiques. Ça fait 12 ans qu'ils sont en train de mourir en prison. Il les libère. Il parle de paix.
paix. Mais la paix, là aussi, ce sont les actes qu'on pose. On demande à Ouattara de décrisper la situation en Côte d'Ivoire. Nous sommes fatigués. Les vrais criminels sont dehors. Ceux-là, ils n'ont pas que protéger la patrie. Oui, Ouattara, ils n'ont pas fait allégeance. Pour ça, ils ont payé. Ils ont trop payé. Le moment est arrivé de les libérer. Le président Laurent Gbagbo et le président Bédié se sont sacrifiés. Ils sont allés demander à Ouattara, surtout le président Gbagbo, il a fait une liste. Demander à Ouattara, au nom de la paix, libère tous les prisonniers. Ouattara l'a pas fait. Ouattara a encore demandé une rencontre. Le président Laurent Gbagbo, toujours un homme de paix, il a accepté, il a allé chez Ouattara. Pourtant, le monde entier sait ce que Ouattara a fait au président Laurent Gbagbo. Mais le président Laurent Gbagbo a mis tout ça là derrière lui. Il le fait pour la paix. Il le fait pour les Ivoiriens. Pour qu'on puisse s'entendre. Parce que tant qu'il aura cette histoire de ni paix ni guerre, il aura toujours des problèmes entre les Ivoiriens. Et pour éviter les problèmes là, on dit quelque part, je ne sais pas c'est où là même, en dessous ou bien où là, il y a eu des doulas, des abeilles qui se sont affrontés, il y a eu des morts. Un enfant de 14 ans qui a été tué. Ça, c'est ce que je viens de savoir. C'est faux, c'est vrai, j'en sais rien. Mais pour éviter tout ça là, on demande à Ouattara de libérer les enfants de ce pays-là. Fossigno, Dogo Bré, Abéyi, Seka, ils sont nombreux. S'il les libère le 7 août, là, nous allons l'applaudir. Il va rentrer dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Oh les cœurs, on y va. Yao, eh bien, on va rapidement repartir donc avec nos amis via le grand Zoom. On aura quelque chose comme 6 minutes tout au plus pour sortir de ce programme. Et je voudrais une fois encore que l'on puisse mettre l'emphase autour d'une expression qui est revenue plusieurs fois. Et le ministre de l'administration et territoriale de la décentralisation, porte-parole du gouvernement malien, le colonel Souleymane Meïgal, a d'ailleurs martelé à plusieurs fois, nul ne peut aimer le Mali mieux que les Maliens eux-mêmes, plus de 3 fois. Alors, général Issa Diawara, quand il le dit, quel est le message, la trame de fond, on va le dire, de cette expression qui a quand même été soulignée en rouge par le porte-parole du gouvernement. Plus de 3 fois, il est revenu sur cette expression, nul ne peut aimer le Mali que les Maliens eux-mêmes. Ok, merci, c'est une habitude pour lui. C'est une habitude pour lui. Chaque fois qu'il insiste à 3 reprises sur quelque chose, c'est le point culminant même du communiqué. C'est le point saillant du communiqué. Ça montre surtout, ça tient, en tout cas, c'est une façon de rejeter l'ingérence de la France dans les dossiers maliens. Il s'agit, pour le Mali, il y a des problèmes en France. Il y a les Corses qui sont là-bas qui prennent leur indépendance. Et c'est les Maliens en train d'appuyer les Corses là-bas pour leur indépendance. Et ce qui se passe en Espagne, c'est nous, on est avec les Catalans. C'est des histoires qui ne concernent que leur pays. Nous prenons simplement qu'ils laissent le Mali aussi aux Maliens. Donc, nous disons non à l'ingérence de la France. Et si la France s'attête à vouloir toujours s'ingérer, ça montre bien sûr que la France est dans une posture paternaliste, dans une posture néocoloniale. Et ce qui ne passe pas, puisque le Mali n'appartient pas à la France. Monsieur Fabrice, je vais vous dire une chose. Mon frère connaît à parler que Macron est le malheur de la France. J'aimerais lui dire, l'appuyer encore pour dire que non, c'est surtout la France qui est le malheur de l'Afrique. C'est ça le vrai problème. La France est le malheur de l'Afrique. Et l'Occident ne vise pas qu'une région de l'Afrique, mais l'Occident vise l'Afrique tout entière. Et je cite un intellectuel de la France, Victor Hugo, qui disait, et qui est leur modèle et leur référence intellectuelle: l'Afrique est à prendre à qui? À personne. Cette terre, bloc de sable, de cendres, n'a d'avenir que dans la colonisation. Ça, c'est un peu une mentalité. C'est ce qu'ils apprennent à l'école. Ils ont grandi avec cela. Et puis, disant que Victor Hugo, c'est leur modèle de civilisation. Voici des gens comme ça, voici de telles mentalités. Aujourd'hui, vous savez, Macron, pourquoi? Hier, c'était Hollande, avant lui, c'était, je ne sais pas, Sarkozy. Ils sont tous les mêmes. Ils sont tous pareils. Notre problème, en réalité, c'est la politique française. Nous avons un problème avec le système français qui pense que sa survie ne se joue qu'en Afrique. Voilà tous les problèmes. Et tout pays africain qui veut s'affranchir de cela devient, je ne sais pas, en tout cas le pays qu'il faut écraser, qu'il faut abattre. Mais nous résistons, nous tenons bon. Et j'aimerais juste dire à Mme Yao, pour précision, je pense un jour on fera débat là-dessus, que ce n'est pas le Mali qui a forcément aidé Ouattara à avoir M. Gbagbo. Moi, je suis malien, j'ai soutenu M. Gbagbo jusqu'au bout. J'ai versé les larmes des jours qui tombaient, j'étais étudiant. Donc, il ne faut pas accuser tous les Maliens. Ce qui se passe aujourd'hui, nous, on ne peut pas accuser tous les Ivoiriens d'être avec M. Ouattara.
C'est la même chose, c'est une question de régime. Et d'ailleurs, est-ce que nous, les Maliens, nous avons, par exemple, nous savons que Moussa Traoré, les présidents les plus aimés au Mali, les plus populaires demeurent Modibo Keïta, de même que vous aimez Modibo et Houphouët-Boigny. Mais est-ce que nous, on a besoin de rappeler de l'histoire, Mme Yao, que par exemple, Moussa Traoré est venu par le fait d'une complicité de Houphouët-Boigny avec la France. Et que Thomas Sankara aussi a été renversé par la complicité, bien sûr, d'Houphouët avec la France. Mais il faut qu'on telle certaines choses, qu'on fasse face à l'avenir. Regardons l'avenir. Sinon, si nous fouillons dans le passé, chacun a des reproches à formuler envers l'autre. Aujourd'hui, les circonstances, les événements font que nous sommes tenus de nous donner la main. Et les Maliens même qui vous combattent en Côte d'Ivoire, ce sont les Maliens qui nous combattent. Ils disent qu'ils sont des Ivoiriens. Or, ce sont des gens qui ont des noms solidiques comme moi, ce sont des Diawara, des Baladi. Ce sont des gens qui disent qu'ils sont des Ivoiriens, qu'ils ne sont plus des Maliens. Donc, ils nous combattent au même titre qu'ils vous combattent là-bas. Mais c'est le même cas que Ouattara. Donc, vous comprenez que Ouattara a son lot de mercenaires, son lot de rebelles, son lot de gens qu'il a fabriqués. Et si vous jouez à ce jeu, vous allez tomber dans le piège de Ouattara. Vous et nous nous retrouvons dans un même piège. C'est la France qui nous maintient dans une position. Que ce soit ceux qui sont du côté de Bagbo, de Siré-Côte, et nous qui sommes du côté de Goïta, ici, du côté du Mali. Donc, nous devons nous donner la main et sortir. Mais si nous sommes là à vouloir compter les poils du corps de tout un chacun, mais nous n'allons jamais nous en sortir. Nous sommes obligés de nous donner la main, de nous accepter pour vaincre en tout cas cette France-Afrique. Et ça, nous n'avons pas le choix, nous sommes condamnés à le faire. Et le colonel Assimi Goïta, je pense qu'il m'écoute, il est condamné à soutenir nos frères de la Côte d'Ivoire pour finir avec ce M. Ouattara. Soit c'est Ouattara qui gagne, soit c'est nous qui gagnons. Il n'y a pas de match nul. Merci. Général Issa Diawara. Alors, au cas ceci, Baba Nicolo, que doit-on clairement retenir autour donc de cette démarche communicationnelle qui vise pour l'État central de Bamako, du moins pour les autorités de la transition, de rappeler à chaque fois que besoin s'oppose, de leur rappeler effectivement que l'État malien souverain et que cette souveraineté ne peut en aucun cas faire l'objet d'une quelconque menace, fût-elle celle venant d'un État comme celui de la France. Alors, merci de la qualité du débat à mes co-panélistes Babo Kone Sadiawara et toi aussi, merci pour l'équilibre du débat. Mais avant de répondre à la question, je voulais dire une chose. En 2000, quand le président Laurent Gbagbo a pris le pouvoir, le RDR a dit haut et fort qu'il ne le reconnaissait pas comme président. J'ai entendu ma compatriote, Madame Cissé, Madame Yao dire que Ouattara était le président de tous les Ivoiriens. Je suis Ivoirien, Ouattara n'est pas mon président. Mais je le répète, je suis Ivoirien, Alassane Dramane Ouattara n'est pas mon président. Alassane Dramane Ouattara, c'est vrai, dans la Bible, le Satan, le Judas Iscariote et tout cela ont un nom dans la Bible. Mais ils ont leur nom d'un côté de l'histoire qui accompagne Jésus-Christ. Ouattara, certes, sera dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, mais du mauvais côté. Donc, il n'est pas mon président. Et jamais la Côte d'Ivoire, je ne vais l'applaudir en tant que président. C'est ce que je tenais à dire. Pour répondre d'abord à ça. Pour répondre à votre question, le peuple malien a compris qu'aujourd'hui, dans cette époque, une guerre commence d'abord par la maîtrise de la diplomatie. Ensuite, la maîtrise de la communication et la solidarité. L'État malien a formé sa force offensive dans la diplomatie avec le ministre des Affaires étrangères, M. Diop. Ensuite, la communication, donc M. Abdoulaye Maïga, qui chaque fois sort pour recadrer ce qui est recadrable. Donc, il fallait vraiment, aujourd'hui, la communication qui est l'arme forte des pays forts. Aujourd'hui, la communication qui, avec ça, la France, comme toujours, a voulu diviser les Africains. Aujourd'hui, la France se voit confrontée à un autre peuple qui répond du tic au tac pour ne pas que son mensonge passe. Alors, il fallait vraiment mentionner 3 fois qu'on ne peut pas aimer le Mali plus que les Maliens, comme on ne peut pas obliger quelqu'un à être heureux. On ne peut pas obliger un homme à être heureux, on ne peut pas obliger un homme à être heureux. Alors que Macron l'a fait, que Macron s'occupe de la France et que Macron laisse le Mali aux Maliens. Voilà le message qu'ils veulent faire passer. Ils ont bien fait de répondre. Et d'ailleurs, nous sommes très surpris de voir que les peuples africains, de la CEDEAO, de la CEMAC, aucun pays ne se lève et ne porte la voix officiellement pour recadrer Macron. Alors, bravo au peuple malien d'avoir dit à Macron qu'ils font partie du génocide rwandais, que ça ne va pas se passer au Mali. Ensuite, bravo pour leur dire que si le Mali a faim, c'est le Mali, et seul le Mali connaît le problème du Mali. Bravo au peuple malien, et nous sommes ensemble, l'Afrique, nous sommes obligés de nous soutenir. Mais Ouattara, Alassane Dramane Ouattara, allons doucement, je vous ai dit allons doucement, il n'est pas président de Côte d'Ivoire.
bien précisé au Kosisi Baba Nicolo, vous restez d'ailleurs constant sur votre chemin de pensée en ce qui concerne le régime de Côte d'Ivoire. L'autorité Souleymane Koné Gbagbo pour sortir en 1 minute 30 si possible. Que doit-on retenir clairement autour de cette démarche communicationnelle qui semble clairement prendre une direction panafricaniste, mais surtout qui épouse les idéaux souverainistes que veut désormais impulser, mais surtout implémenter le régime de transition du côté de Bamako? Merci encore, chers camarades. Déjà, j'aimerais ici encore toucher comme aussi au propos de Mme Cissé. Nous ne sommes pas dans ça. Alassane Ouattara qui libère les prisonniers ou pas, on ne veut pas l'applaudir. Alassane Ouattara, cela sera épiphénomène. Parce que c'est parce que Gbagbo a vaincu la communauté internationale, les maîtres de Ouattara, que Ouattara est obligé de les libérer. Parce que cela, leur jugement devient caduc dès lors que Gbagbo est libéré, que Gbagbo a été acquitté. Le jugement des personnes. D'ailleurs, même il y a beaucoup d'entre eux, les prisonniers qui n'ont jamais été jugés depuis 2011. Donc, d'ailleurs, ceux qui ont été jugés, leur jugement devient caduc parce que Gbagbo, qui est dans leur tête de fil, donc leur donné les ordres, a été acquitté. La communauté internationale a reconnu que Gbagbo n'a rien fait. Donc, Gbagbo n'a donné aucun ordre, aucun mauvais ordre. Gbagbo n'a que donné des ordres républicains et ces ordres républicains ont été mis à exécution par les militaires aujourd'hui qui sont détenus par Ouattara. Donc, dans un cadre républicain et légal et en tout cas légitime. Donc ces personnes-là sont des prisonniers politiques qui doivent être libérés. C'est de ça qu'il s'agit. Il y a ni plus ni moins. On n'est pas dans une histoire de je ne sais pas quoi ici. Donc j'aimerais préciser ça à Mme Cissé. En tout cas, avec tout le respect que je vous dois. Maintenant, concernant le plan du Mali, concernant la communication du Mali, je pense que, comme nous l'avons toujours dit ici, nous avions besoin d'un leader. Et de plusieurs leaders d'ailleurs. Aujourd'hui, le Mali porte l'étendard. Assimi Goïta et ses gars portent l'étendard du panafricanisme, de la finance panafricaine, qui sont en tout cas, je dirais, échafaudés par le président Laurent Gbagbo lui-même. Donc nous, jeunes panafricains, nous sommes résolument, je dirais, avec Assimi Goïta et ses gars. Et nous sommes prêts à aller jusqu'au bout. Et nous les encourageons à aller jusqu'au bout. Parce que marche arrière est cassée. Comme on le dit chez nous, marche arrière est cassée. Il n'y a plus possibilité de faire marche arrière. Parce que nous, le peuple, nous avons barré, en tout cas, l'arrière. Il faut forcément, obligatoirement avancer. Et nous sommes derrière pour protéger l'arrière. Voilà. C'est ce que je voudrais dire. Et je remercie Okosi Banikolo, le camarade Diawara, le général, et vous aussi, chers camarades Fabrice. Vous êtes en tout cas un vrai et un des meilleurs journalistes du monde entier. Merci. Bravo Fabrice, bravo Fabrice. Merci infiniment à vous, à l'autorité Souleymane Koné Gbagbo, général Issa Diawara, au Kosisi Baba Nicolo. Merci très cher monsieur de nous avoir suivis en rang serré via nos différentes plateformes d'Afrique médiatisée dans le cadre de cette édition d'appel sur le continent, le tout premier de ce mois d'août. N'oubliez pas, juste après moi, le grand journal, un exercice de Christelle Wandier et de ses invités qui vous attendent dans le studio 2 pour vous donner la quintessence de l'information panafricaine telle que vécue ce jour. Merci de rester en compagnie de nos programmes qui se poursuivent, bien entendu. Bonsoir.